Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre prochain dossier thématique de notre revue Écho de Picardie, qui abordera la thématique des origines et des mécanismes de construction des discriminations et des stéréotypes dans le racisme structurel, il nous a paru important d'organiser un focus réflexif sur les scories du passé colonial. Et pour ce faire, nous avons le privilège de recevoir parmi nous dans cet échange M. Elikia Mbokolo. Monsieur Mbokolo, vous êtes écrivain, historien congolais, spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique. Vous avez notamment participé à la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance organisée par l'UNESCO à Durban, en Afrique du Sud, en septembre 2001. Vous avez été aussi professeur d'histoire à l'Université de Kinshasa, président du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique à l'UNESCO, toujours, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Institut des relations internationales et stratégiques dit l'IRIS. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages et publications sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous avons aussi l'aimable présence de Julien Trudahu, avec qui nous avons eu déjà l'occasion de travailler ensemble. Julien, vous êtes chargé de projet à l'ONG CEC, donc qui est Coopération par l'éducation et la culture, et co-auteur avec Elika de Notre Congo, cet ouvrage qui s'est aussi traduit en exposition consacrée à la propagande coloniale belge, exposition que Picardie Laïque a d'ailleurs accueillie sur son sol à la Louvière en novembre 2018. Et donc, je vous propose de commencer cet échange avec une première question. Alors, évidemment, c'est un sujet très vaste, très large. Il faudra peut-être faire des choix dans la qualité de vos réponses. Mais quand on évoque les scories du passé colonial, et évidemment les stigmates encore bien ancrés dans le regard parfois condescendant des Occidentaux sur l'Afrique et ses populations, comment œuvrer pour dépasser cette inconsidération et ces stéréotypes encore bien présents? Bon, le fait que les stéréotypes restent présents n'est pas très étonnant parce qu'il s'agit d'une histoire à la fois très longue et d'une histoire qui apparemment s'est arrêtée à un moment. On a l'impression que ça fait 50 ans que c'est fini et les gens disent, bon, c'est terminé, on a fait des choses dans le passé, mais ça importe peu. Mais ce passé, comme on dit, est un passé qui ne passe pas. Parce que d'une part, il continue de produire des effets très concrets aujourd'hui. Donc, les liens d'exploitation, de domination, que ce soit par le commerce, que ce soit par les échanges culturels, échanges entre guillemets, que ce soit par les interventions de tous ordres, militaires, économiques, financiers, politiques, que ce soit aussi par des formes de matraquage, par l'image, par la culture, par la langue. Tout ça fait que ce passé est intimement mêlé au présent. Quelquefois d'ailleurs, le présent prend exactement les mêmes formes que le passé. Et donc, tout ça crée évidemment des déséquilibres, des inégalités et des positionnements de sujets, d'acteurs, de producteurs ou de receveurs qui sont très différents de part et d'autre. Et moi, il me semble que dans une grande partie de l'Afrique, peut-être dans l'Afrique en général, et surtout en particulier au Congo, là il n'y a aucune exception par rapport à aucun territoire du Congo, j'ai l'impression que la trame, la construction de soi et la construction de l'autre dans le cadre colonial n'a pas du tout cessé. Peut-être même au niveau de la réflexion, au niveau des choix stratégiques, politiques, dans les domaines les plus variés, hein. Les transports, la culture, la production industrielle, minière, il me semble que c'est quelque chose qui est très lourd, qui continue de se reproduire, que peut-être que sans doute le Nord a besoin de continuer à reproduire et que dans le Sud,
on ne voit pas bien si ça continue ou si c'est passé. On a l'impression que c'est passé, entre guillemets, parce que les Blancs, entre guillemets, sont partis et que d'autres sont là, ce ne sont pas des colonisateurs, alors que structurellement, les choses continuent en fait comme par le passé. Et quand je dis que ça continue, c'est dans tous les ordres. L'économie minière, l'économie agricole, les échanges culturels, la langue que l'on parle, les livres que l'on lit, les films que l'on voit, les chansons qu'on écoute, même si la part des chansons africaines et congolaises est de plus en plus grande, on a l'impression que c'est une structure lourde qui a existé à un moment donné et qui continue de se reproduire aujourd'hui, probablement parce que ça sert à certains et peut-être parce que les autres n'ont pas totalement pris conscience que cette structure existe toujours, ou quand ils en ont pris conscience, ben, certains se contentent de ça parce qu'ils ne voient pas comment faire autrement. Merci. Julien? Oui, alors moi je vois deux choses qu'il faut quand même noter. C'est que au commencement des colonisations, il y a aussi le commencement du capitalisme et le commencement des politiques qui vont avec, de soutien à cette émergence du capitalisme. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'émergence, on est clairement dans quelque chose de très installé, d'ancré, de dogmatique. La crise, par exemple, sur le corona le montre très très bien, et d'autant plus. Et donc cette conjugaison qui est dès le départ liée à la colonisation et à la naissance du capitalisme ne fait que renforcer, si vous voulez, la continuité de ce système de pensée qu'on pourrait qualifier de colonialité. Et donc, puisqu'il est attaché à ce genre de politique, à l'émergence économique, etc., à la révolution industrielle à l'époque, eh bien, puisqu'on continue sur ces dogmes et puisqu'on continue, c'est intimement lié aux représentations et au traitement qu'on fait de l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant de voir et qui est insupportable aussi, surtout à voir aujourd'hui, c'est le fait que d'un point de vue colonial, basé sur l'autre et la représentation basée sur des considérations liées à l'émergence du concept de la race, on est passé à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et encore une fois, la crise du Covid-19 le montre très bien, la manière dont on traite à la fois les réfugiés, à la fois les sans-abri, à la fois les SDF, à la fois les plus défavorisés dans cette crise, eh bien, c'est la même manière. C'est ce système qu'on pourrait qualifier encore une fois de colonialité qui écrase l'autre, basé sur l'individualisme, qui gère cette crise et qui gère les gens considérés comme inférieurs parce qu'ils ont une couleur de peau différente ou parce qu'ils n'appartiennent pas à la même classe que ceux et celles qui dirigent, ou en tout cas qui gèrent la société ou qui font société. Et donc, cette exclusion et ce regard sur l'autre se retrouvent en fait dans l'entièreté de la société. Et c'est ça qui est aujourd'hui très intéressant de constater et qu'il va falloir vraiment questionner. C'est cet élargissement de la colonialité à beaucoup plus que quelque chose basé sur la race. Alors évidemment, il reste les stéréotypes et les discriminations qui en découlent basées sur la race. Et ça, je pense qu'en Belgique, on est vraiment dans quelque chose de très important, de plus important que dans d'autres États ex-coloniaux qui ont quand même, je pense, amorcé des réflexions qu'on n'a pas encore en Belgique, et ça pour des raisons qui sont très propres au pays. Hein. La jeunesse d'une nation, la construction de cette nation d'un point de vue PIB, d'un point de vue économique, sur sa colonie, alors que ça n'était pas le cas dans d'autres pays, etc. Donc tout ça fait que c'est encore très, très, très important, beaucoup plus important en Belgique qu'ailleurs. Merci. Et ça me renvoie à la deuxième question que je vous avais précédemment formulée. Quand on évoque justement cette pensée dominatrice car essentialiste, toujours à l'œuvre, certes sans doute moins explicite qu'à l'époque coloniale, mais qui continue insidieusement à ostraciser les personnes afrodescendantes en les considérant de manière péjorative et quelque part comme inaptes à être l'égal des Blancs dans moult domaines. Est-ce vraiment une caricature ou est-ce une conséquence bien réelle d'une imprégnation historique racialiste? Moi, je pense que c'est une imprégnation qui est d'une part réelle
qui en plus est très 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 longue dans la durée. Hein. C'est quelque chose qui a duré des siècles, peut-être un demi-millénaire, qui dans certains pays ne dit plus noir, blanc, dans d'autres dit africain, européen, dans d'autres dit des nations, français et africains, parfois français et noir, parfois blanc et noir. Donc c'est quelque chose qui continue, qui se reproduit, qui a ceci de particulier que, y compris dans le Sud, on s'investit dans ce rapport-là. Hein. On dit nous les Africains, nous les Noirs, à la fois par rapport aux Africains qui vivent sur le continent africain et qui donc ne connaissent pas l'Europe. Ils en ont une représentation très lointaine et quelquefois mythifiée, mais aussi par rapport aux Africains qui vivent en Europe même et qui ne se considèrent pas comme des citoyens à part entière, se considèrent toujours comme l'autre de l'autre, nous les Noirs, nous les Africains, etc. Donc c'est quelque chose qui est d'autant plus lourd et d'autant plus difficile à enlever qu'il y a une sorte de bonne conscience qui dirait que, bon, il y a eu une histoire entre nous, cette histoire est passée, évidemment, tout le monde le sait, maintenant on a oublié, maintenant on est des égaux, maintenant on reconnaît une part de vous-même ou de ce que vous avez fait dans ce que nous sommes. Donc, on dira aujourd'hui notre culture, notamment nos cultures scéniques, incorporent vos choses à vous, vos musiques, vos gestes, vos corps, votre couleur. Donc, finalement, on est les mêmes. Même si derrière cette image fausse du même et l'autre, il y a toujours des marqueurs identitaires pour dire que regardez le bien, il n'est pas nous et nous, on n'est pas lui. Donc, c'est quelque chose que nous devons savoir identifier chaque fois qu'il se manifeste. Et moi, je pense que chaque fois que ça se manifeste, il faut réagir. Il ne faut pas dire ah, excuse-moi, j'ai plaisanté, tu sais bien que je t'aime bien. Il faut chaque fois réagir. Et je pense aussi qu'il faut commencer à apporter des actions. Donc, il y a des blagues à la télévision, il y a des blagues dans les chansons, il y a des blagues dans les transports en commun, il y a des blagues lorsque les contrôleurs entrent dans un train ou dans un autobus ou dans une rame de métro et commencent systématiquement par viser, bien sûr, ceux qui sont noirs, en pensant que puisqu'ils sont noirs, ils sont dans une certaine irrégularité administrative ou irrégularité par rapport aux moyens de transport. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très lourd et qui fait que nous avons beaucoup de mal à construire des choses ensemble, c'est-à-dire à construire à la fois une lutte ensemble, pas seulement là-bas en Afrique, mais également partout dans le monde, à construire aussi des alternatives du vivre ensemble et à faire en sorte que lorsqu'il y a un drame ou un choc, comme le coronavirus aujourd'hui, ce ne soit pas l'occasion de voir ressurgir ces stigmates. Et ça, évidemment, on a vu au début de la pandémie, les plus grandes craintes, c'était qu'est-ce que l'Afrique va devenir, puisque depuis le temps le plus ancien de la traite et de l'esclavage, l'Afrique, c'est l'endroit du monde ou la région du monde où les choses ne se passent pas comme ailleurs. L'Afrique, c'est la production du mal. L'Afrique, c'est le désordre. L'Afrique, c'est ce qui dérange. L'Afrique, c'est ce qui nous sollicite tout le temps. Or, on voit parfois dans certaines situations que les Africains sont capables de se débrouiller tout seuls. Et quelquefois même, il faudrait bien les laisser pas seulement se débrouiller tout seuls, mais trouver les réponses appropriées à la situation qu'ils vivent concrètement chez eux. Merci, Julien. Remets peut-être ton son, Julien. Hop, voilà. Voilà. La question, c'est est-ce que c'est un fantasme ou pas, ce lien entre stéréotypes et discrimination, si j'ai bien compris, hein, sur
Mais il n'y a qu'à voir ce qui se passe en termes de représentation politique, par exemple. Combien d'afrodescendants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sont présents dans les hémicycles? Très peu. Combien sont représentés dans les médias, y compris du service public? Très peu. Quand ils le sont, ils sont représentés dans des postures qui, justement, correspondent aux stéréotypes issus de la colonisation, c'est-à-dire des sportifs, des amuseurs publics ou des amuseuses publiques. Donc, on n'est pas dans le fantasme. Si on poursuit les investigations, on se rend compte évidemment, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est UNIA, c'est plusieurs études assez sérieuses, universitaires, qui viennent nous dire que les personnes les plus discriminées en Belgique, que ce soit d'ailleurs au nord ou au sud de la Belgique, ce sont justement les afrodescendants, plutôt dits subsahariens d'ailleurs, qui sont pourtant les plus diplômés et pourtant les plus au chômage. Donc, on a véritablement un phénomène de société qui dure depuis déjà plus de 30 ans et dont aucune politique digne de ce nom n'a été mise en place pour lutter contre ces discriminations. Et ça encore, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU. L'ONU, chaque année, rappelle à la Belgique qu'il lui faut très vite se doter d'un plan national contre le racisme. Alors, ce n'est pas juste des bonnes paroles, un plan national contre le racisme, c'est aussi des mesures de lutte contre ces discriminations, d'accompagnement d'un certain nombre de processus pour décoloniser les esprits en Belgique. Ça encore, c'est l'ONU qui le dit dans ses 200 recommandations. Le Conseil des droits de l'homme près de l'ONU a rendu aussi, via sa cellule qui justement concerne le sort des afrodescendants, un récent rapport où il y a encore 80 points qui viennent nous dire qu'il y a un lien évident entre ce passé colonial et ces discriminations qui touchent de plein fouet et quotidiennement les afrodescendants et afrodescendantes. Donc, on n'est pas dans le fantasme. On n'est pas dans le fantasme, on n'est pas dans une rhétorique qui voudrait qu'il y ait un racisme anti-noir, mais qu'il y a aussi un racisme anti-blanc. Hein. On est dans un racisme structurel en Belgique qui touche personnellement et prioritairement tous les jours les afrodescendants et les afrodescendantes, qu'ils soient, et j'insiste, du nord ou du sud, puisque les Maghrébins et les Maghrébines font aussi partie du continent africain. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu évoques, on sait évidemment pertinemment bien, scientifiquement et biologiquement, qu'il n'y a qu'une race humaine. Et pourtant, le racisme structurel, comme tu l'expliques, résonne encore sur le plan social et culturel, alors que, et ça part d'un postulat, à mon avis, tout à fait crédible, de dire qu'il y a ce qu'on peut appeler un concept de blanchité. Et dès qu'on aborde ce thème, il y a tout de suite une levée de bouclier chez certains, en tout cas les défenseurs des fondamentaux de l'universalisme, comme s'il y avait une opposition ou une fragmentation entre les gens entre les antiracistes finalement, entre les universalistes et les gens qui disent dans les rapports intersectionnels que justement il y a cette causalité très marquée. Peut-être d'abord Julien et puis Edika. Alors sur cette question, deux petites choses. Une référence d'abord qui, moi, me reste en mémoire à chaque fois qu'on parle de blanchité, justement, de lutte intersectionnelle, d'universalisme, c'est ce qui se passe à l'ONU. Je crois qu'il y a un très beau témoignage qui n'a pas trop vieilli et il faut le lire encore, un livre au titre très provocateur de Jean Ziegler, écrit à la fin des années 2000, qui s'appelle « La haine de l'Occident », et ça veut dire ce que ça veut dire. Et comme dit Ziegler, c'est pas la haine complètement folle de terroristes, etc. On parle bien de la haine qui erre dans les couloirs des instances de l'ONU, des pays dits du Sud vers les Occidentaux. Pourquoi est-ce qu'il en a fait un bouquin de cette question? Parce que c'est ce qui notamment bloque en ce moment les mécanismes onusiens et multilatéraux, cette rancœur coloniale qu'ont les pays du Sud, parce que ce passé colonial n'a pas été correctement géré, en tout cas la mémoire n'a pas été correctement gérée, l'histoire n'a pas été correctement gérée, et surtout, il constate dans ce livre, et il faut bien le constater, les droits de l'homme et les droits humains. De quoi est-ce qu'on parle? Qui est à l'origine des droits humains? Qui est à l'origine de ces déclarations que l'ONU a signées et a enjoint l'ensemble des États à signer? Quelles sont les inspirations de ces chartes? Elles sont essentiellement occidentales. Donc, dans un premier temps, elles ne parlent que très peu culturellement à d'autres personnes qui sont dans un autre contexte, qui ont certainement, pour la plupart, vécu des contextes de colonisation et donc qui ont infusé ces sources occidentales, mais tout de même. Et puis, il y a autre chose, c'est le deux poids, deux mesures.
il y a un deux poids, deux mesures dans les sanctions applicables à l'ONU, dans les sanctions applicables au Conseil de sécurité, etc., etc. Et tout ça ressurgit évidemment dans nos sociétés, dans la société belge, tout ça ressurgit. Et je pense que tant qu'on sera avec des œillères en train de se dire qu'il n'y a qu'une seule chose à suivre, c'est cet universalisme qui touche tous les pays du monde et toutes les personnes du monde, peu importe leur couleur de peau, peu importe qui ils sont, je pense qu'on est dans l'erreur. On est dans l'erreur fondamentale et on va être d'autant plus dans l'erreur que justement, comme tu le disais, cette intersectionnalité est super importante. On a besoin à un moment donné de se nourrir des mécanismes qui touchent les femmes et qui touchent aussi les afrodescendants, puisqu'on parle des afrodescendants et des afrodescendantes, pour montrer comment en fait ces mécanismes sont parfois communs, comment il faut les combattre ensemble, de front, collectivement, mais que une femme, un homme, ici, là-bas, n'a pas les mêmes perceptions, n'a pas les mêmes valeurs culturelles, et ça, on ne peut pas le nier. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte aujourd'hui. Et donc, oui, Jean-Luc Mélenchon a beau nous faire des grandes phrases sur l'antiracisme en France, je suis très souvent pas d'accord avec lui parce que justement trop universel, parce que le racisme, c'est pas quelque chose qui touche uniformément tout le monde. D'ailleurs, en Belgique, et après j'arrête là, le racisme, la source du racisme qui touche les personnes d'origine congolaise, rwandaise, burundaise, n'est pas la même que celle qui touche les Marocains et les Marocaines. Les représentations ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que le passé n'est pas le même. Parce qu'avant, on a un passé colonial pour les premiers, et puis on a un passé de mécanismes de mise au travail de peuples du Sud dans le second cas. Et tout ça fait qu'on n'a pas du tout les mêmes représentations. Et ce que je raconte là, c'est encore une fois des monitorings extrêmement précis du NIA qui nous racontent comment les Belges, dits belgo-belges, perçoivent les personnes d'origine étrangère. Eh bien, on n'est pas du tout sur les mêmes perceptions. Et donc, puisqu'on n'est pas dans les mêmes perceptions, on n'est pas dans les mêmes combats. Alors oui, il y a un combat global, mais avec des spécificités parfois qu'il faut prendre en compte à tout prix. Et Vilka, sur ce concept de blanchité et finalement cette lecture assez intéressante de Julien par rapport au fait anthropologique même de la conception même du racisme. Oui, oui, évidemment. Si on regarde les choses, alors de l'autre côté du monde, du côté du Sud, il est très clair, en tout cas, à voir les choses à la fois comment c'est perçu au niveau intellectuel, au niveau concret, au niveau politique, au niveau de la circulation des mécanismes et des produits de l'aide, de l'assistance et autres, que les décisions de l'ONU, les envois de médicaments, l'arrivée des médecins, etc., etc., c'est conçu comme, entre guillemets, ce sont les Blancs qui viennent à nous. Donc, il me semble que même si des autorités des États africains disent « nous avons voté à l'ONU le fait qu'il va se passer ceci, ceci et cela », ce que les gens voient, c'est que les Blancs ont décidé pour nous que. Alors maintenant sur le terrain, on voit que par exemple lorsque les troupes de l'ONU, enfin envoyées par l'ONU interviennent, il y a là-dedans des Noirs, il y a des Indiens, il y a etc., etc. Les gens disent oui, mais ce sont les Blancs qui ont décidé que. Alors cette charge très, très lourde qui est reproduit dans la mesure où on n'a pas encore vu à l'ONU des États africains imposer d'une manière ferme, claire et voire entrer en pratique des décisions très très concrètes, financières, économiques, militaires ou autres. Ça fait que la chape de plomb, à la fois du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et sa version africaine de la pauvreté et de la misère, tout ça fait que je pense, dans le sud africain, on perçoit très très bien que le monde n'a pas beaucoup changé, à la fois depuis la colonisation et la fin de la colonisation, qu'au fond, il n'a pas beaucoup changé depuis très 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 longtemps. Il y a un chanteur congolais qui le dit d'ailleurs d'une manière assez plaisante en disant nous sommes tous chrétiens, le christianisme est universel. Bon, ben d'accord, mais pourquoi Dieu le Père est blanc? Pourquoi Marie est blanc? Pourquoi
Joseph est blanc, pourquoi Jésus est blanc, on n'a jamais vu de saint noir, etc. Donc, je crois que cette chape de pont structurelle ne peut pas disparaître simplement par des mécanismes de dénonciation. Je pense qu'il faut des pratiques sur le terrain, il faut des actions, il faut une critique permanente et des changements qu'on voit sur le terrain. Moi, je pense en particulier que c'est un peu mon métier. Tant que dans l'enseignement de l'histoire que l'on fait dans les États européens, je dis ça du Portugal jusqu'à la Pologne et à la Russie, tant que cette chose-là n'est pas mise en lumière en disant qu'il y a des relations d'exploitation, des relations d'inégalité qui sont structurelles, mais qui sont en quelque sorte chargées par les mécanismes de représentation, par la couleur, par la notion de race, etc., on ne s'en sortira pas. Et ça, je crois que c'est un travail de longue durée qui rencontre des obstacles très importants. Nous-mêmes, en Afrique, avec l'UNESCO, nous arrivons à faire passer l'idée que l'histoire, ce n'est pas l'histoire des Noirs et des Blancs, c'est l'histoire des hommes, avec des pratiques de violence, d'inégalité qui peuvent parfois prendre des couleurs, mais que cette histoire universelle doit être enseignée de la même manière partout, et que tant que ça n'est pas fait, on reproduira des modèles. Il y a Tintin, il y a Tarzan, il y a le commissaire machin truc, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très lourd et qui handicape les pratiques de solidarité qui sont très concrètes sur le terrain. Ce qui m'amène aussi à questionner la décolonisation de l'espace public. Et alors, on le voit évidemment à Bruxelles, il y a vraiment une réflexion de différentes associations dont Julien fait partie également pour questionner justement ce passé historique. Est-ce que vous seriez plutôt pour justement complètement décoloniser l'espace public, mais avec une recontextualisation historique, ou alors balayer complètement ce passé pour rendre hommage finalement aux peuples africains et particulièrement au peuple congolais qui a vécu torture, massacre durant toute cette période coloniale, et rien que voir l'iconographie et l'imagerie encore qui relate ce passé royal fait évidemment ressurgir en tout cas des événements en tout cas dramatiques pour les familles et leurs ancêtres. C'est-à-dire que dans la mesure où Bruxelles n'est pas Paris, Namur n'est pas Lyon, mais on voit bien que dans la plupart des villes européennes, et peut-être plus particulièrement dans presque toutes les villes belges, l'imagerie coloniale est très présente. Alors, est-ce qu'il faut effacer tous les noms, les changer, etc. Ça serait une sorte d'escamotage sans avoir mis en place les fondamentaux pour que les gens sachent ce qu'il en est. Il faudrait probablement clarifier que la rue machin truc, ça représente ceci. La statue de tel, ça représente ceci, et que ce passé-là n'est pas quelque chose qui a été fait autrefois, naguère, et c'est terminé. Ça a été fait là-bas, mais que ce passé-là a contribué aussi à construire ce que la Belgique aujourd'hui, à la fois dans sa prospérité, dans ses arts, mais aussi dans comment dire, sa manière d'être et sa manière de percevoir le monde aujourd'hui. Bruxelles en particulier est la capitale de l'Union européenne, et je suis, comment dire, souvent très choqué de voir beaucoup de gens qui viennent dans cette capitale ne savent pas que Bruxelles est aussi la capitale d'une des colonies les plus sanglantes de l'histoire. Et donc, ces choses-là, il ne faut pas les enlever. Au contraire, je pense qu'il faut les laisser sur place en les contextualisant et en disant ce qu'il en est. Peut-être même d'ailleurs qu'on a commencé un tout petit peu, mais ça n'a pas été très loin, en faisant voir peut-être aussi ce que le Congo dit belge a été pendant la colonisation belge, c'est-à-dire tous les phénomènes de résistance,
très importante, toutes les figures de cette résistance qui ont tout à fait à voir avec les grandes figures de la résistance contre le fascisme, contre le nazisme, etc. Et je crois que tant qu'on n'a pas fait à la fois le travail de nettoyage, de clarification et de monstration, il faut que les gens voient, parce qu'on a, moi j'entends souvent dire, ah, il y a longtemps, c'est passé. Mais non, c'est pas passé, parce que les gens ont toujours dans la tête le fait que on peut pas enlever la statue équestre du roi Léopold II, donc il faut la laisser, mais il faut montrer qui était ce roi Léopold II, à la fois par rapport aux Belges, par rapport au Congo et par rapport à l'histoire générale de la colonisation. C'est l'un des mondes les plus sanguinaires de l'histoire mondiale de la colonisation. Et ça, tant qu'on ne le dit pas, comment dire, on banalise les choses et on dit que bon, finalement tout ça est passé, on est réconcilié. Vous voyez que Bruxelles est devenue une ville congolaise et donc on est des frères et des sœurs. Ne parlons plus de ça, c'est trop vieux. Merci, Julien. Oui, la réflexion autour de la décolonisation de l'espace public, d'abord, c'est un outil parmi les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, même si on va, j'espère, de plus en plus voir fleurir des plaques en l'honneur de Patrice Lumumba, en l'honneur de Panda Farnana ou autres. On aura toujours le travail en scolarité, le travail politique, ce racisme structurel à décadenasser, à déconstruire, à mettre à terre. Et donc, c'est une des composantes des luttes décoloniales. Donc ça c'est déjà important de le souligner. L'autre chose, c'est que quand on parle de contextualisation, je crois qu'il y a 3 points. Le premier, c'est de montrer, dans le cadre de cette contextualisation, de redécouvrir le lien politique de cet espace public qu'il a sur les personnes. Quand je parle de lien politique, c'est que la plupart des noms des rues, par exemple, qui honorent un certain nombre de personnes qu'on pourrait qualifier de criminels de guerre aujourd'hui et qui seraient passibles du tribunal de La Haye et qui seraient condamnés haut la main, la plupart de ces noms des rues, je pense notamment à une des communes de Bruxelles, Etterbeek, il y a quelque chose de très politique dès la base. C'est-à-dire que pour donner le nom d'une rue, on s'en souvient moins maintenant aujourd'hui parce qu'on fait moins de tralala, mais c'est une décision d'un conseil communal. Il faut que parfois il y ait une certaine majorité à cette décision. Ça va emporter beaucoup de conséquences, notamment quand on pense aux adresses postales, quand on pense à des choses. Donc il ne faut pas s'imaginer que le nom des rues, non seulement c'est quelque chose d'assez neutre et d'inoffensif, puisque quand j'écris à quelqu'un, j'écris le nom de sa rue. Quand je nomme quelqu'un et je veux savoir où il habite, je passe par le nom de sa rue. Et donc, je passe par la rue du commandant Le Maire, je passe par l'avenue du Général Jacques, etc. Autant de meurtriers de masse qu'on honore, ne serait-ce que usuellement tous les jours. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail de relier le lien politique avec l'expression de ce qu'est l'espace public, et il y a quelque chose là, il faut être assez honnête, c'est qu'on n'arrivera jamais par la contextualisation, je pense, à rééquilibrer quelque chose. On n'arrivera jamais, même si, comme Elikia le souligne, et je pense qu'il faut le faire de toute façon, même si on met un petit écriteau en bas de la statue équestre du roi Léopold II à Bruxelles ou ailleurs, ou à Arlon ou à Namur, ça ne remplacera jamais, ça ne rééquilibrera jamais ce qu'a été et ce qu'on pourrait faire face à cette espèce de symbole criminel. Par contre, et c'est là qu'on peut rentrer dans une seconde lutte, et c'est bien ce qu'on fait avec d'autres, hein, comme le collectif Mémoire coloniale, c'est le fait de proposer des rééquilibrages. Des rééquilibrages, par exemple, à côté de ces statuts, pour ne pas passer par la case d'enlever, justement, mais bien de rééquilibrer par d'autres expressions artistiques, puisqu'il s'agissait d'expressions artistiques, et ça, on pourrait aussi en parler. La statue du roi Léopold II équestre à Bruxelles, c'est la dernière œuvre d'un des plus grands sculpteurs que la Belgique ait connu, Thomas Vinsotte, qui est mort d'ailleurs après avoir tout juste exécuté cette œuvre. Et on peut discuter de la beauté de ces œuvres. C'est bien ça le poison de la propagande coloniale, c'est qu'il y a une certaine beauté là-dedans, puisqu'on passe par l'artistique. Et donc, proposer un rééquilibre, c'est aussi réinaugurer d'autres choses
en ouvrant d'autres perspectives historiques, notamment celles dont parlait Ilikia, c'est-à-dire les résistances. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas honorées, alors qu'elles soient congolaises d'ailleurs ou belges. Il y a eu quelques résistants politiques, philosophiques à la colonisation belgique, dont on a complètement effacé le nom dans les livres d'histoire et qu'il convient de remettre sur la place publique. Et enfin, là c'est le dernier mouvement, moi je suis, et ça c'est très personnel, mais je pense que je ne suis pas tout seul, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont plus à être dans l'espace public, au vu et au su de ce qu'ils ont fait. Ils ont par contre à être dans des musées où on sera encore plus encadrant quant au discours qu'on portera quand on passera devant leur statue. Je pense notamment, et c'est un exemple parmi tant d'autres, au buste du général Storms, qui trône encore à 2 pas des institutions dites démocratiques européennes, sans que ça ne choque plus grand monde. Et donc, ce personnage, Storms, qui est un criminel de guerre et de masse, devrait rejoindre le musée de Tervuren ou d'autres musées afin qu'on encadre, dans le cadre d'une visite, le discours qu'on doit lui porter. Alors, c'est évidemment pertinent et intéressant pour questionner aujourd'hui le présent et l'avenir. On voit aujourd'hui des politiques de plus en plus coercitives à l'égard des populations en termes de migration. On sait que la migration va augmenter durant les lustres et décennies qui arrivent. On voit qu'il y a toujours ce qui procède, en tout cas de la géopolitique et de la géostratégie aujourd'hui, dans ce courant, en tout cas néo-impérialiste de l'Occident sur les peuples du Sud. Alors, comment analysez-vous un peu justement ces politiques à l'égard des populations qui migrent, souvent parce qu'il y a la guerre, des conflits ou la raréfaction de leur sol qui leur empêche tout simplement de vivre, et comment ça résonne aujourd'hui à la fois dans la diaspora africaine d'ici et aussi dans les peuples d'Afrique que vous connaissez bien? L'immigration, c'est un phénomène d'une extraordinaire complexité qui est à la fois le produit des violences structurelles de notre mondialité d'aujourd'hui, notamment les inégalités économiques, les désastres écologiques, les violences politiques et autres, et qui, en même temps, en particulier pour le Congo, est une sorte de sous-produit d'un imaginaire néocolonial qui est entretenu à la fois par les médias, par la presse, par les politiciens, qui fait que d'une certaine manière, si on prend en particulier le cas du Congo, on en arrive à l'idée que les problèmes auxquels le Congo est confronté aujourd'hui, les problèmes structurels, donc les problèmes de la pauvreté qui sont liés à la structure de l'économie mondiale, les problèmes de pillage de ressources, transferts massifs des ressources financières du Congo par des individus vers des banques et des structures financières du Nord, tout ça produit des effets extrêmement troublants qui conduisent une partie de la jeunesse congolaise, d'ailleurs inculte, non instruite de sa propre histoire, non instruit de la géopolitique mondiale et en particulier des transferts massifs des ressources agricoles, minières, financières et autres des pays du Sud vers le Nord, qui les conduisent donc à penser que la solution de nos problèmes ne se trouve pas au Congo, il ne se trouve pas non plus dans la redéfinition des rapports entre les pays du Sud et les pays du Nord, mais il se trouve dans des sortes d'échappatoires individuels, une sorte de saut dans le vide où chacun se dise « je vais là-bas parce que là-bas c'est bien ». Mais le bien de là-bas n'est pas si bien que cela, puisque nous vivons dans ces pays, nous savons que la pauvreté, la lutte des classes, tout ça, c'est des choses qui existent ici. Et nous savons aussi que le bien qu'il y a ici vient en partie du pillage que l'on fait dans le Sud. Tout ça fait que, à mon avis,
l'un des combats les plus importants, c'est dans la lutte contre les manifestations de l'hégémonie ou des hégémonies du Nord dans le Sud. Il faut concrètement organiser. Tant que nous ne le faisons pas, il y a des sortes de fantasmes qui font penser qu'il n'y a pas de solution dans le Sud parce que ce sont des problèmes structurels presque éternels et que le seul salut, c'est d'aller vers le Nord. Alors, nous, ce que nous faisons dans nos travaux, dans notre profession, les sciences sociales, c'est de montrer que les déséquilibres, les inégalités et les combats sont inhérentes à toutes les sociétés du monde aujourd'hui. Dans le Nord, il y a des phénomènes absolument intolérables et qui conduisent à des combats. Dans le Sud, il y a aussi des phénomènes qui doivent conduire à des combats et non pas à des fuites en avant vers le Nord. Et si nous arrivons à construire ces combats dans le Sud, nous pouvons construire des jonctions avec les combats qui se font dans le Nord. Donc, il y a des sortes de solidarité à construire. Malheureusement, dans l'histoire longue, ces solidarités n'ont pas vraiment existé. Sinon, à mon avis, à un moment très, très rare, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, lorsque les luttes anti-esclavagistes dans les colonies esclavagistes se sont joints aux luttes sociales dans les pays du Nord. C'est un moment tout à fait exceptionnel qui a fait que on a l'impression que le passage des temps modernes aux temps contemporains a été quelque chose d'extraordinaire. Le Nord a tendance à récupérer en disant nous avons aboli l'esclavage, nous avons universalisé l'idéologie anti-esclavagiste et égalitaire, alors qu'en réalité, comment je dirais, la révolution haïtienne est contemporaine de la Révolution française et que d'une certaine manière, elle a été plus radicale que la Révolution française. Les luttes en Amérique latine, etc., que si on prend notre époque, la révolution cubaine, contemporaine des luttes anticoloniales en Afrique. Donc, les phénomènes, les luttes sociales des années 60 en Europe sont contemporaines des rébellions et des luttes sociales en Afrique. Donc, il n'y a pas eux, les autres, nous, il y a nous autres ensemble. Donc, cette espèce de mondialité combattante est quelque chose que nous pouvons construire et que nous devons construire. Et je pense que la pédagogie, la circulation des images, la circulation des discours, la destruction de cette mythologie absolument malfaisante qui fait penser qu'au nord tout va bien, au sud tout va mal, si nous arrivons à déconstruire là pour reconstruire les réseaux et les liens d'amitié et de fraternité, on arrivera certainement à quelque chose de positif. Julien, justement sur ces questions migratoires et finalement les violences inhérentes proposées par les pays du Nord en termes de non-accueil, on pense évidemment à Frontex et on pense à toutes ces images absolument insupportables qu'on a pu voir dans les années antérieures, justement sur ces bateaux de fortune, sur ces esquifs de fortune qui arrivaient comme ça sur les côtes et où finalement on voyait des êtres complètement désœuvrés qui quittaient justement, comme Elieka vient de le dire, peut-être un monde où ils pensaient que l'avenir était complètement insupportable pour arriver dans quelque chose d'encore plus insupportable. Alors moi, je vois trois liens avec l'histoire de la colonisation belge pour rester en Belgique, même si, en effet, comme tu le soulignes, les politiques dites, parce que le terme est violent, de gestion migratoire sont plutôt européennes, mais je pense que chaque pays européen a aussi sa part de responsabilité dans la gestion, et c'est bien ce qui pose problème aujourd'hui. Ce que je vois comme lien, c'est assez troublant de s'apercevoir qu'à deux gros épisodes de l'histoire contemporaine européenne, la Belgique a une place à part. En 1914, enfin au cours de la guerre 14-18 et au cours de la Seconde Guerre mondiale 40-45, les Alliés vont se tourner vers la Belgique pour leur demander une chose assez claire: combien de contingentements coloniaux la Belgique peut mettre à disposition pour les débarquements.
Et c'est une question qui a un poids assez lourd, puisqu'on sait très bien ce qu'on faisait avec les contingentements coloniaux. Les soldats coloniaux étaient mis en première ligne. Le débarquement de Provence, débarquement en Normandie, un peu moins, mais surtout celui de Provence, y compris dans les guerres, dans la Première Guerre mondiale, sur tout le front Est, ce sont les tirailleurs sénégalais, ce sont un certain nombre de troupes coloniales françaises qui sont mortes au combat, les premiers et les premières, puisqu'elles étaient vraiment en fantassin, première de ligne, etc. Bon. Et bien la Belgique, la réponse qu'elle va faire aux Alliés, c'est on n'a pas de contingentement coloniaux. Pourquoi? Alors qu'elle en a, il est hors de question de mettre à disposition des Alliés des troupes noires, des troupes congolaises, rwandaises ou burundaises, mais en tout cas surtout congolaises. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans une politique assez singulière pour la Belgique dans l'Europe, qui est une politique réellement de ségrégation, jusqu'à cette peur du métissage faisait qu'on a interdit à tout moment, jusqu'à cet extrême de la guerre d'ailleurs, puisqu'on pourrait se remettre dans le contexte, comme on nous enjoint souvent, et se dire qu'on aurait pu quand même mettre des fantassins à disposition. On ne l'a pas fait en Belgique, parce qu'on avait cette peur et qu'il était hors de question que les Africains, comme on les appelait à l'époque, en fait les Congolais, atteignent les rives européennes et s'installent. C'était la peur qu'il y avait derrière, s'installent après la guerre. Et c'est d'ailleurs cette même politique qui fait qu'alors qu'en France, des Senghor ou d'autres penseurs accèdent aux universités, évidemment de façon encadrée et de façon très calculée par le pouvoir colonial, accèdent aux universités parisiennes, eh bien ici en Belgique, il faudra attendre 1956 pour voir arriver les premiers Congolais et Congolaises encadrés dans des voyages, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois comme parallèle, et ça c'est encore plus violent, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut redécouvrir et rechercher dans le traitement que l'on réserve aux primo-arrivants, aux réfugiés qui s'installent en Belgique, via les parcours d'intégration régionaux, souvent, les parcours d'intégration qu'on leur propose, entre gros guillemets, qu'on leur impose. En fait, quand on regarde l'histoire coloniale belge, on s'aperçoit qu'un certain parcours d'intégration in situ au Congo belge a été institué à la fin des années 40. Il s'agissait du statut des évolués. On permettait donc, entre gros guillemets, évidemment, à un certain nombre de Congolais et de Congolaises d'accéder à un certain nombre de privilèges qui étaient d'acheter du vin, avoir l'eau courante, l'électricité, une maison plus confortable, moyennant une carte des évolués. Et le terme évolué était vraiment légal, c'était quelque chose qui était institué. Alors, ça passait par quoi? Ça passait par une enquête sociale qui était faite sur les candidats et les candidates qui souhaitaient avoir cette carte, qui les distinguait de cette masse indigène, comme on l'appelait à l'époque, et qui allait leur donner un espèce d'accès un peu plus élevé aux voies de la civilisation. Et donc, cette enquête sociale, quand on regarde les jalons des enquêtes sociales, c'est-à-dire à la fois physiques, mais aussi philosophiques et politiques, on se rend compte qu'on n'est pas très loin des mécanismes des parcours d'intégration. Pourquoi? Parce que dans cette enquête sociale, on met en place un certain nombre d'attributs attendus, un certain nombre de critères attendus, ce que doivent être ces personnes pour accéder, et donc qui ressemblent à s'y méprendre à ce qu'on attend à ce que les Belges attendent d'eux-mêmes, en fait, puisque c'est eux qui l'instituent à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de choses à chercher, et il y a des similitudes entre les parcours d'intégration actuels, la violence de ces parcours, parce que le mot intégration est pour moi très violent, et ces espèces de parcours d'intégration, entre gros guillemets, évidemment, qu'on faisait à l'époque. Et la dernière chose, moi, que je vois, que je constate, et ça c'est plutôt en tant que personne, c'est le fait que tout ça est inéluctable. On est dans des villes comme Bruxelles ou Anvers, dont les consonances des noms de famille atteignent 75% considérés comme ou étant perçus comme non belges. Où est-ce qu'on va avec ça? On ne va pas vers quelque chose de non métissé. C'est déjà le cas. On est déjà dans des villes métissées. Et donc, je pense qu'on est dans cette violence qu'il ne faut pas sous-estimer, ça, on est bien d'accord, et dans cette passivité aussi parfois citoyenne, il faut bien le dire. On devrait, et moi compris, on devrait, dès qu'on peut réatteindre les rives d'Italie, tous se pointer en Grèce et faire fermer Manu Militari, ces camps. Alors, c'est facile à dire, mais je pense qu'on devrait s'organiser pour que ces camps sur l'île de Lesbos et les autres archipels grecs puissent fermer, puisqu'on voit bien qu'ici, de toute façon, les dirigeants européens et européennes ne le feront pas. Ne le feront pas, et ça va jusqu'à
ce cynisme absolument hallucinant de se dire qu'il y a justement une épidémie de Covid-19 dans ces camps, que ces camps sont ultra surpeuplés, il n'y a même plus de terme pour dire ce qu'ils sont, puisqu'ils ne sont pas surpeuplés, ils sont ultra surpeuplés, et que les gens vont mourir en masse très certainement, ou sont déjà morts en masse, parce qu'on a du mal à être transparent sur la situation. Mais donc, moi je crois qu'on est aussi face à un chant du cygne de ces personnes qui ont une peur bleue de ce métissage, une peur bleue de perdre je ne sais quel critère culturel, je ne sais quelle nation, je ne sais quelle reconnaissance nationale, etc., tant en France qu'en Belgique qu'en Autriche. En Autriche, on est passé à une vitesse supérieure dans le champ du cygne, en Belgique aussi, hein, puisqu'on oublie parfois quand même qu'on a des gens plutôt très à droite, voire d'extrême droite, qui ont été ministres jusqu'à une époque très très proche. Et donc, on est face à, pour moi, un chant du cygne, en tout cas j'espère, c'est ce qui me raccroche un petit peu à être positif, à un chant du cygne qui s'annonce très violent, mais qu'il faudra combattre, mais qui de toute façon s'annonce, cette bataille pour eux s'annonce déjà perdue. 75% des gamins de nos quartiers portent un nom qui ne sonne pas belge, qui sonne italien, polonais, portugais, congolais, rwandais, burundais, et tout ça n'est que le début, puisque ces enfants vont à leur tour faire des enfants. Alors, un grand merci à tous les deux pour cette discussion vraiment fortement intéressante. Et avant de conclure, peut-être un petit mot à chacun pour terminer sur une note peut-être un peu positive ou voire utopique. Alors, il y a de remède à rien, et on le voit bien, on est dans ce momentum avec le Covid-19, tout le monde va se battre, et en particulier les grandes multinationales pharmaceutiques, pour trouver le virus. En tout cas le vaccin au virus. Mais est-ce qu'il y aurait, selon vous, un remède contre le racisme, Edika? Je crois qu'il y a des remèdes contre le racisme. Pour moi, l'un d'eux se trouve évidemment dans le champ éducatif, où il faut évidemment introduire en force et à tous les niveaux la géographie, l'histoire, les mathématiques, introduire cette idée que la science, le savoir n'appartient certainement pas à une personne et encore moins à un groupe de personnes et à une race, et entraîner également les jeunes à savoir que la construction du monde est une chose mondiale et n'appartient pas à un groupe de pays ou à un groupe d'individus. Et tout cela allant de pair avec un travail de remise de fond sur les fondamentaux de notre éducation et des places publiques. À Kinshasa, aujourd'hui encore, il y a une place célèbre qui s'appelle la place des évolués. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, à Kinshasa, il y a des gens qui pensent que les évolués, ça existe, c'est-à-dire des Noirs qui deviennent blancs, donc des Noirs incultes qui deviennent cultivés, des Noirs pauvres qui deviennent riches, des Noirs vivant au Congo qui vont vivre en Belgique. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental et tout le monde le trouve normal. Quand vous regardez les médias, les élites congolaises se vantent de ce qu'ils ne regardent jamais la télévision congolaise, n'écoutent jamais la radio congolaise, ne lisent jamais les journaux congolais, mais lisent, écoutent, etc., etc. Vous connaissez ces médias. Donc, il y a un travail de fond qui passe, je pense, par les acteurs culturels, notamment par nous, pour changer la société de fond en comble en mettant le doigt sur les choses qui font mal. Des choses qui font mal par rapport au passé, des choses qui font mal par rapport au présent, donc en mettant le doigt sur la vérité. Merci. Et toi, Julien, est-ce que tu as un remède similaire ou autre? Moi, je rejoins Edika sur l'aspect éducatif, évidemment. Quand on passe des mois et des mois à inculquer aux gamins, que ce soit ici ou dans d'autres pays, le lien qu'ils auraient supposé avec l'histoire de la Grèce antique et de la Rome antique, quel lien
font-ils avec la société qui est la nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pourrait pas insérer d'autres liens, et puis déjà d'autres liens dans l'histoire de la Grèce antique, hein, comme dit souvent, ou de la Rome, comme dit souvent Elikia, allez me faire croire qu'Aristote a écrit tous les livres qu'il a écrits, tout seul comme un grand. Je pense qu'à un moment donné, il serait bien de montrer aussi comment ces civilisations, que ce soit la Rome ou la Grèce, étaient elles-mêmes connectées, ont pillé un certain nombre de savoirs en même temps que leurs matières premières sur le continent africain. Et surtout, l'histoire de ce continent est sous-enseignée en Belgique et en France. Et elle permettrait d'ouvrir évidemment le champ des savoirs, de reconquérir certains savoirs. Je pense qu'encore une fois, sans vouloir faire de lien tout le temps avec le Covid, mais on entend aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels, intellectuels ou intellectuels d'ailleurs africains du continent, qui viennent dire des choses qui seraient bon qu'on entende ici en Europe, puisqu'on voit bien, en tout cas c'est ce que nous montre aujourd'hui le continent, qu'il était un peu plus préparé. Ebola peut-être oblige aussi dans certains pays à une épidémie, ce qui ne va pas évidemment faire des dommages collatéraux sur d'autres épidémies ou d'autres maladies telles que le paludisme. Mais en attendant, je pense qu'il faut qu'on ouvre les champs et qu'on ne reste plus ethnocentré, tout simplement. Et je crois que ça, en matière éducative, c'est l'une des premières choses à faire, c'est de redécouvrir le monde qui nous entoure et arrêter d'enseigner, ce qui est encore le cas trop souvent en Belgique, que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Je pense que c'est les Indiens qui ont découvert Christophe Colomb. Comment est-ce qu'ils ont dû avoir arrivé ces caravelles et ce Gugus avec son drôle de chapeau? C'est comme ça qu'on peut renverser la vapeur chez nos gamins. Ils auront une autre perception. Et une fois qu'on aura renversé la vapeur, mais je pense qu'il faudra aussi à un moment donné qu'on rejoigne un certain nombre d'autres luttes aussi qui, elles, concernent des choses beaucoup plus structurelles dans les arcanes des pouvoirs, qui cadenassent aussi un certain nombre de choses. On en a discuté tout à l'heure. Le racisme structurel est une des composantes de domination et il faudra bien qu'on rediscute de ces mécanismes qui écrasent quotidiennement les hommes et les femmes. Donc, plein d'espoir, sinon ça ne sert à rien, surtout en ce moment. Donc, je retiendrai, comme on dit, la lutte continue. Je retiendrai en tout cas humilité, savoir, connaissance, décentrage, s'intéresser à l'autre, mais aussi dans son histoire, dans son passé, les conséquences inhérentes évidemment à toutes ces meurtrissures qui doivent évidemment nous faire penser à l'avenir. En tout cas, c'était un échange extrêmement fructueux. J'ai vraiment passé un plaisir certain à vous rencontrer, M. Elikia Mbokolo. Julien, aussi. On se connaissait déjà depuis quelque temps. En tout cas, on reviendra vers vous à la suite de cet échange et ça sera publié dans notre Écho de Picardie de la rentrée, donc en septembre, autour de cette question des représentations aujourd'hui encore du racisme et des mécanismes qui créent les discriminations qui sont, comme on l'a évoqué, encore considérables et qu'il faut combattre. Et vous êtes un artisan, tous les deux, vous êtes des artisans de ce combat. À très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous.